Station Gare de Lyon, dans l'est de Paris. Il est 16 h. JP, brigadier, vient de prendre son service. 19 ans dans la police, dont 5 à la BRF, la brigade des réseaux franciliens. Durant toutes ces années, il a cultivé un sens très aigu de l'observation. Si un voleur travaille, comme il le dit, il a peu de chances d'échapper au radar de JP. Quelqu'un qui est en gare, pour aller prendre son train, il va regarder les panneaux de direction de train, il va regarder les panneaux d'horaire, il va regarder les accès, il ne va pas regarder les gens qui passent autour de lui. Donc c'est à partir du moment où tu vois un mec qui regarde un peu partout, un peu comme moi quoi. C'est un mec suspect. JP ne travaille pas seul, ils sont 4 policiers autour de lui. Tout aussi discret, l'air de parfait touriste, en contact permanent. Et toi t'es où Jo? Ok, moi je suis en tête. En quelques minutes, le brigadier repère sa première cible. Une filature se met en place. Nous filmons désormais avec un téléphone pour éviter à l'équipe d'être repérée. C'est soit il est descendu tout de suite sur la 13, et moi je le vois dans le couloir de la 8, donc que j'aille faire un tour à la motte avec. L'intuition du policier est finalement la bonne. Sur la ligne 8, il se retrouve juste derrière sa cible. L'homme à droite, t-shirt marine, bermuda en jean. En une fraction de seconde, l'homme vole le smartphone dans la poche arrière du voyageur qui le précède. JP n'attendait que le flagrant délit pour lui sauter dessus. Le voleur est immobilisé. La rame était bondée, le quai également, les conditions idéales pour le pickpocket. Mais cette fois, ça n'a pas fonctionné. La victime, l'homme à la chemise blanche, veut récupérer son téléphone. Puis le voleur s'adresse directement à sa victime. J'ai bien senti votre main, ça ne s'est pas retourné. Comment? Quand t'as la main dans la poche, là, tu me tiens le portable. Bah surtout quand t'as son portable dans la main. C'est qui l'a acheté le portable? C'est moi peut-être? Mais il est derrière toi. Vous avez rendu compte? Bah bien sûr, j'ai senti le câble parce que j'avais les écouteurs qui se tiraient, je me suis retourné et je les ai partir avec. Le voleur est marocain, majeur et sans papier. JP cherche à cerner son profil. T'es connu, le service de police? T'as déjà été ramené au commissariat? Combien de fois? Combien de fois? Et à chaque fois, t'avais rien fait? La victime dépose plainte directement sur le quai. Reste à savoir comment le policier a repéré le voleur. Il était en retrait sur le quai et il avait déjà repéré sa victime qui avait des écouteurs et un téléphone dans sa poche arrière. Et de là, il a juste tiré sur le fil pour faire sortir le téléphone de la poche. Et après, juste décrocher le téléphone. Ouais, mais tu le sens si tu as les écouteurs sur la tête. Ben non, tu as juste ton son qui se coupe. Ça peut être tout et n'importe quoi, le son qui se coupe. Tu fais pas attention, tu mets d'abord ta main à la poche, après tu te tiens, c'est quoi. Et tant que tu réalises que tu as plus le téléphone dans la poche, et ben lui, il est déjà monté à une autre porte, voilà, il a pas fait de. Le voleur va être transporté au commissariat. Il risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Paris, 2 200 000 habitants pour une superficie de 105 km². Ça, c'est pour la surface, car en sous-sol, la capitale française est une véritable fourmilière. 31 lignes de métro, de train et de RER, fréquentées tous les jours par 6 millions de voyageurs. À cela, il faut ajouter 250 km de carrières et de catacombes. Pour surveiller et sécuriser les entrailles de la ville, la préfecture de police de Paris mobilise plus de 1500 hommes, répartis sur une bonne dizaine de services. Nous allons suivre les équipes de la brigade des réseaux franciliens, notamment Jérémy, qui lutte contre le trafic de drogue sur des points chauds, comme la gare du Nord. T'as pas de papier, tu viens en France et tu vas dans la merde. La plus grande gare d'Europe est devenue le carrefour du crack. Il y a plein de pochons et tout ça.
Nous accompagnerons Teddy, qui traque les voleurs et les pickpockets. T'as pas ouvert le sac? Moi, jamais. Alors trace. Trace, Ça fait la maline. Non, il n'y a pas de pardon. Dégage avec ta faute, dégage. Nous embarquerons sur la Seine avec la brigade fluviale. Le fleuve regorge de décors incroyables, comme ces canaux souterrains. Et sous l'eau, on ne compte plus les pièces à conviction qu'il faut aller récupérer pour les besoins d'une enquête, avec une visibilité proche de zéro. Nous explorerons les carrières souterraines de Paris, aussi connues sous le nom de catacombes, avec Sylvie. Elle croise dans les souterrains des individus qui n'ont rien à faire là. C'est vraiment de la cocaïne, ça? Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Et vu l'état de monsieur, on va vous ramener en surface, tout de suite. Nous nous inviterons au commissariat du 7e arrondissement. Non seulement il est le seul en sous-sol, mais c'est de lui que dépend la sécurité de lieux aussi emblématiques que la Tour Eiffel. Viens, l'autre, viens, Clem. Allez, mets-toi là. Tes menottes. Il est connu pour vol en réunion, vol violence. Plongé dans les entrailles de Paris. Gare de Lyon, au siège de la brigade des réseaux franciliens. L'objectif du jour, taper les dealers de crack. Outre leur activité illégale, ils représentent un vrai danger pour les usagers des transports. Les hommes de la stup préparent leur patrouille en se répartissant les secteurs. Je vais aller côté Staline, moi. Qui va avec deux collègues. Le crack, ce dérivé de la cocaïne, est un fléau qui s'est abattu sur le réseau. Les toxicomanes ne se cachent même plus pour le fumer. Ils allument leur pipe dans le métro, sous le nez des voyageurs. La stup se concentre sur les dealers de la gare du Nord, au lieu du trafic de crack, tenu principalement par des Sénégalais. La surveillance se met en place. Une équipe de 5 policiers se mêle aux voyageurs. Un 6e observe d'un immeuble face à la gare. On a des collègues qui sont dissimulés dans la station et on attend une transaction de crack. Donc vendeur en la matière stupéfiante dans la bouche dissimulée. Donc à partir du moment où il y a une remise d'argent, les vendeurs ressortent de la bouche la matière stupéfiante et la remettent en main au tox qui fait de même, qui la met en bouche et prend la fuite. Dans la gare, des toxicomanes sont rapidement repérés par la brigade. Le deal se déroule la plupart du temps au sous-sol. Regarde en bas. T-shirt bleu, celui bleu, c'est celui qui était en train de déballer toutes ses affaires tout à l'heure en bas de l'escalier. Toute la difficulté consiste à attendre le plus discrètement possible la transaction. Il y en a encore un autre qui est descendu. On a plein de polices qui arrivent Vas-y. 2 policiers se déplacent vers la station de taxi. L'un d'eux est interpellé par un individu qui le prend pour un client, probablement un guetteur. Non, on attend quelqu'un. Soudainement, c'est l'alerte. Une transaction est en cours dans un passage jouxtant la gare. L'équipe se précipite. Il faut mettre la main sur le dealer en flagrant délit de vente de stupéfiants. Il y a un acheteur, mais il n'y a plus le vendeur. Le toxicomane vient de se procurer 2 cailloux de crack à 20 € pièce. Et il n'est pas content de la qualité. On a vu commencer, là, c'est de la merde. Hein. Régulièrement, les dealers refilent au toxicomane du mauvais crack, voire un substitut. C'est pour cela qu'ils n'hésitent pas à aider la brigade. C'est qui te l'a vendu? C'est un black avec rouge. Il y a longtemps? Il y a 5 minutes, peut-être 10. L'objectif désormais est de retrouver le dealer qui est probablement toujours dans le secteur. Le toxicomane est prêt à identifier le vendeur de crack, donc plus besoin de flagrant délit pour arrêter le trafiquant. La course reprend de plus belle. Le dealer a été repéré. L'autre partie de l'équipe l'a déjà arrêté. Pull rouge, c'est lui. Vas-y, c'est bon, on le ramène. Tu retournes sur l'est. Commence une fouille minutieuse du dealer. Il faut impérativement retrouver la drogue sur lui pour matérialiser le délit. Or, il n'y a rien. Non, c'est quoi? C'est quoi? La date de naissance. 31, 2003, 31.
La plupart des trafiquants arrêtés se font passer pour mineurs dans le but d'alléger la sanction. Ils sont sans papier, en situation irrégulière. Alex, le chef d'équipe, est agacé. Aucune trace de drogue sur l'individu. Et il semble vouloir feindre l'évanouissement. Mais c'est un fait, il n'a pas l'air dans son assiette. Si Alex n'a pas trouvé la drogue, c'est simplement parce que le dealer l'a avalé juste avant son interpellation. Avec une dizaine de cailloux de crack libérés dans l'estomac, pas étonnant qu'il se sente mal. Tandis que les policiers ramassent le crack qui baigne dans le vomi, Alex, par précaution, appelle les pompiers immédiatement. Ouvre les yeux. Oh, ouvre les yeux. Attendons pas, reste avec moi. Il le soigne sur place. Cette fois, le dealer s'en sort bien. Il était à 2 doigts de l'overdose. En revanche, sur le plan judiciaire, il risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Dans les transports, les policiers de la brigade des réseaux franciliens doivent faire face à un autre fléau, les pickpockets qui prennent pour cible les touristes étrangers. Station Franklin Roosevelt, l'équipe de JP est en planque. Quand soudainement, Geoffrey, un des policiers, entend crier. Il s'agit d'un groupe de touristes coréens en train d'être dépouillés. Les policiers interviennent immédiatement, mais les touristes se méfient. JP et Geoffrey ont le plus grand mal à les convaincre. Dans les guides touristiques coréens, on ne parle que de faux policiers français. Et dans la confusion qui règne, l'équipe de JP veut d'abord empêcher les pickpockets de s'enfuir au prochain arrêt. Restez là les filles. Il n'y a pas une fille pour. Il s'agit de jeunes bosniaques, voleuses particulièrement habiles et connues de la brigade. Qu'est-ce qu'il y a avec les poignets ? Un portefeuille sur une coréenne. Non, les gars. À la montée à Alma. À Alma, il y a encore beaucoup de touristes à minuit et quart. Il y a des gens qui sont un peu éméchés, fatigués, tout ça, qui font beaucoup moins attention. Et ça va, c'est pratique aussi. Les voleuses sont mineures et elles n'ont pas de papier. Ça fait la maline. Non, il n'y a pas de pardon. Geoffrey prend immédiatement la déposition des touristes sur le quai. Okay. Ah, c'est toi qui as ma pochette. Donne-moi ma pochette. Alma Station, they were behind you. You didn't realize? Okay. Les Coréens sont soulagés. Ils réalisent qu'il s'agit bien de vrais policiers. Il est tout parce qu'on a c'est qui le tape? C'est elle. Pas moi. Et elle. De quel âge? 12. Moi aussi 12. 12 ans. Quel âge Lola? 10 ans Lola. Oui. Les jeunes bosniaques, elles, déclarent tout avoir moins de 13 ans. Une stratégie qui leur évite la garde à vue. Mais le plus surprenant, c'est qu'elles connaissent parfaitement l'équipe de JP. Tu sais qu'on t'avait vu déjà aujourd'hui? Tu m'as vu aujourd'hui? Ouais, quand t'avais mis les lunettes en haut à Tuileries. Comme elles sont mineures, elles ne risquent pas grand-chose. Quant aux Coréens, ils vont pouvoir prolonger leurs vacances. Pour assurer la sécurité des touristes, un commissariat en particulier est aux premières loges. Esplanade des Invalides, au centre de Paris. Impossible de deviner l'existence du commissariat du 7e arrondissement. Le bâtiment, cas unique dans la capitale, est enfoui. Tous les services sont sous terre, de l'accueil au stand de tir. TJUBTC 07, en ronde sur le secteur Tour Eiffel, Champ de Mars. Le commissariat du 7 est stratégique, au cœur du Paris touristique, à 2 pas de la Tour Eiffel. C'est de son sous-sol que partent les brigades territoriales de contact. Leur cible, les arnaqueurs, en tout genre. Et face au pied de la Tour Eiffel, j'ai une implantation de joueurs de bumtou. Oui, c'est reçu. Donc on va essayer d'arriver par Suffren, Octave Gréard. Vous imaginez bien qu'ils vont
tout de suite nous voir. Donc vous nous donnerez la description ainsi que la direction de fuite SVP, notamment du manipulateur. Là, la problématique, c'est qu'on va arriver sur site, on est en voiture sérigraphiée en tenue, donc ils vont partir. Le groupe va se casser. Parce qu'en fait, il y a un système de ce qu'on appelle chouf. Chouf, c'est celui qui surveille. Et donc, il y en a partout. Ils en mettent partout. J'ai envie de te dire, on pourrait monter à pied. Oui. Hein ? Sandrine et Clément optent pour une approche la plus discrète possible. Ils abandonnent leur voiture, beaucoup trop voyante. D'accord, ils partent vers où ? Les derniers prennent Avenue Anatole France. Clément, ils prennent là. C'est reçu, donc on est sur la Cavalière. Vous pouvez les suivre au niveau de la caméra et vous me dites leur rôle, s'il vous plaît. C'est une partie de cache-cache qui s'engage entre policiers et organisateurs de parties de bonneteau, l'arnaque au gobelet. Installé à même le sol pour disparaître le plus vite possible, le manipulateur attire le touriste en faisant gagner un complice parmi les spectateurs. Comme ici, cette jeune femme en veste marron. La vraie cible étant le couple de touristes asiatiques qui observent sur le côté. La cabane en bois Anatole France. Ouais, c'est pas Pierre Loti plutôt ? Malgré leurs précautions, les policiers sont rapidement repérés. Les suspects se dispersent. Pierre Loti, viens Clem. L'opérateur, derrière les caméras de vidéoprotection, les guide vers la cible principale. Avec un Bermuda, c'est ça ? Casquette bleue. Clément vient de le repérer. Je prends là. L'homme s'est arrêté chez un marchand de glace. Il fait semblant d'en acheter une. Allez, viens me voir. C'est bon, je le connais. Oui, moi aussi. Allez, mets-toi là. Mettez-moi là. T'as tes menottes ? Ok. Ça va ? Where do you come from? Romania? Yeah. What I do? T'es un touriste, c'est ça? Touriste? Yes. Touriste? Ah. C'est la 07 de TJBTC 07? What I don't do nothing. Celui qui, pour sa défense, se fait passer pour un touriste serait en réalité un rabatteur. Cerise sur le gâteau, il s'agirait d'un gros poisson. Un homme très défavorablement connu des services de police. For what you take me? For what? Because I don't do nothing. Believe me, I swear, I come to buy water. Le rôle de cet individu? Sandrine réclame une confirmation du pédigré du mis en cause. Tam 07 TJBTC? Transmettez. Ouais, donc vous m'expliquez, c'est bien le rabatteur, hein. En même temps, c'est le chef identifié comme le chef de tous les bonneteaux, hein, aussi. Oui, c'est bien ça. Il est connu pour vol en réunion, vol violence, sur le secteur. Hein. Là, donc, il se fait passer pour un touriste, mais ça, on a l'habitude. Hein. L'interpellé persiste à vouloir jouer le touriste, mais Sandrine sait qu'en réalité, il comprend le français. Pourquoi tes enfants, ils sont pas là? Just come here. Tu te balades à la Tour Eiffel, t'as pas tes enfants. C'est quoi le but? Toi, t'es touriste et tes enfants, ils sont en Roumanie? Oui. Là, il est agacé, il est énervé. Ce qui va lui arriver, c'est qu'on va le présenter à un officier de police judiciaire au commissariat et il va certainement être placé en garde à vue dans un premier temps. Why garde à vue? Why? Because I don't do nothing, chef. Je suis touriste, je ne parle pas français, mais je comprends le mot garde à vue. On note. Donc garde à vue et en parallèle, il y aura la procédure administrative. Certainement pour l'envoyer au centre de rétention administrative de Vincennes. Quelques minutes plus tard, l'homme est embarqué pour le commissariat. Les images recueillies par les caméras vont servir à l'incriminer. Il va probablement être reconduit dans son pays d'origine avec interdiction de revenir en France. Cette arrestation s'est déroulée sans problème, mais parfois les policiers doivent faire preuve d'ingéniosité pour interpeller les délinquants. Canal Saint-Martin, dans le secteur de Stalingrad. Ici, la chasse aux trafiquants de drogue ne connaît pas de répit. Non, par contre, il faut que vous passiez le message. Moi, je ne peux pas décrocher. Pour garder l'avantage, il faut inventer de nouveaux stratagèmes en permanence. Jérémy se fait donc passer pour un pêcheur à la ligne au bord du canal, au lieu du trafic et de la consommation de crack. C'est quand même assez atypique, du coup, attraper des vendeurs de crack avec une canne à pêche. Le faux pêcheur, vrai policier, a repéré sa cible. Un modou, c'est le surnom que les policiers donnent aux dealers, un mot sénégalais qui veut dire petit négociant.
Le modou que j'ai, pour moi, il a un haut noir et un sac à dos noir aussi. Haut noir ou bleu foncé. Ouais, je vois pas ses jambes, il est contre le muret. Le dealer opère sur l'autre rive du canal. L'un de ses clients vient juste de s'asseoir derrière nous. Il vient d'acheter, tu dis comme ça. Il allume sa pipe de crack à quelques mètres. Il ne nous remarque même pas. Si je le chope, en fait, pourvu qu'il crie ou quoi, le vendeur il va se barrer en courant. Donc le but c'est justement de temporiser pour le modou. Nous nous éloignons discrètement. Là-haut sur le quai, le modou est au milieu d'une transaction. Voilà, ça se fait là. Tu les vois tous autour. L'acheteur de crack vient de repartir. Il est arrêté au coin de la rue par les coéquipiers de Jérémy. Le tox est positif, on a le caillou. Donc du coup, on rejoint rapidement les collègues pour aller interviewer. Il presse le pas. La stup tient un toxicomane avec sa dose. Le trafiquant qui le lui a vendu se déplace. Il est maintenant vulnérable. Là, le mec qui est au niveau du parc, sur notre gauche. Moumoute claire et au noir cintré. Le parc, il est tout à l'angle, il est vers là-bas, d'accord? J'ai 4 collègues positionnés à l'entrée du parc. Dans cette situation, la rapidité de l'intervention est cruciale. C'est ceux qui nous regardent un peu mieux, là. En un éclair, les policiers fondent sur le dealer. Les hommes de la stup l'immobilisent. Ils lui sautent à la gorge pour l'empêcher d'ingurgiter ses galettes de crack. Papa, ouvre la bouche. C'est bon. Ça va aller. Vas-y. Menotte, les gars. Trop tard, le dealer ne crache que de la salive. S'il lui restait du crack, il l'a probablement avalé. Il n'a rien tombé? Tiens, merci. Bon, la plupart des dealers n'hésitent pas à prendre ce risque. Ils savent que sans la drogue, la stup ne peut pas matérialiser l'infraction. 95. Le jour, le mois, c'est quoi? 95, où ça? Attends, j'ai son passeport. C'est à qui ça? C'est à mon pote, il a dit sur moi. Ok, bon. En l'absence de drogue, le trafiquant se montre sûr de lui. Il nie tout en bloc. Est-ce qu'il a le droit de me filmer? Oui. Ah ouais? Ouais. Je le savais. Et est-ce que tu as le droit de vendre du crack? J'ai pas vendu de crack, moi. Ah ouais, non, non. Je vends pas, moi. Jamais. J'ai pas vendu. Ouais, tu vas jamais, toi. Non, je vends jamais. Ouais, j'ai pas vendu, moi. Ouais. Vous avez les preuves comme quoi j'ai vendu? Eh oui, on a les preuves. Ce que le modou ignore, c'est que le toxicomane qui vient de lui acheter sa dose est prêt à témoigner contre lui. C'est pour cela qu'il continue à faire le malin. Ça te fait rire? Non, j'ai jamais fait moi. Ça te fait rire? Non, t'as pas de papier, tu viens en France et tu vends de la merde. J'ai dit, je vends pas de la merde, j'ai jamais vendu de la merde. Ah, pourquoi elle est bonne celle que tu vends? Ouais, pas de souci. Viens jusqu'au 8 rue Gaston Rébuffat. L'interpellé est embarqué pour être placé en garde à vue. Il encourt 5 ans de prison ferme. Comme pour la stup, les hommes de la police des transports travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, été comme hiver. Nous suivons l'équipe de Nicolas, RERD, direction Melun. Le doyen du service est en filature. La cible, 7 hommes, au premier rang. Il descend gare de Villeneuve-Saint-Georges. Donc là, vous voyez, il est positionné en haut des escaliers et il repère une éventuelle victime. C'est un voleur qui cherche un cave, une proie dans le jargon policier. Comme il ne trouve rien sur le quai, il sort de la gare et se colle à un voyageur. À l'intérieur, les policiers n'attendent que le flagrant délit. Essaye de bosser la petite poche sur le côté du sac à dos, en bas. Regarde. Après avoir ouvert et fouillé la poche avant du sac à dos de son voisin, le suspect se penche pour vérifier qu'elle est bien vide. Comble du vice, il indique au cave que son sac est ouvert. Pour l'instant, notre individu alterne les phases actives, où il va ouvrir les sacs, essayer de prendre ce qu'il y a dans les poches, et les phases de pause. L'individu décide de reprendre le train vers Paris. Il se distingue en bloquant les portes du wagon pour laisser monter les retardataires.
L'occasion pour lui d'aborder une inconnue vêtue de rouge. Le wagon est plein, elle ne parvient pas à s'asseoir. Il lui propose de trouver un siège. Elle descend Gare de Lyon et accepte d'être raccompagnée. En accordant sa confiance au suspect, elle devient la victime idéale. La dame a un chariot. Elle se déplace difficilement. Il a vu qu'il y avait quelque chose dans la poche droite de sa veste. Je ne sais pas ce que c'est encore. Il a essayé au bas de l'escalator de le faire. C'est pour ça qu'il reste avec, qu'il lui parle. Il fait si je veux t'aider. Et en même temps, il va profiter pour faire sa poche. Heureusement pour elle, leurs routes se séparent. Immédiatement, l'individu cherche une autre proie. Il est extrêmement persévérant, tout comme les policiers qui le filent de près depuis plus de 5 heures. Vous voyez, là, on est dans le hall à Gare de Lyon, au niveau des grandes lignes. Donc là, il va peut-être faire un vol de bagages. Le train à quai sur la gauche est bondé. Il part dans moins de 10 minutes. L'homme en question monte à son bord, puis redescend. Là, il était là, en fait, il a essayé de jouer dans votre sac. Regardez votre poche devant l'ouverture. Est-ce qu'il vous a pris quelque chose? Il a pas réussi. Puis le suspect remonte dans le même wagon, au dernier moment. On aperçoit ses chaussures blanches. Soudainement, c'est le flagrant délit. Il a pris une calculatrice, il a pris la police, une calculatrice. L'homme a volé une calculatrice dans un sac. Il l'a confondue avec un portable. Il vient de s'en débarrasser sur la voie. Putain, mais tu vas faire des maths, toi? Viens, regarde. Tu te lèves? Le voleur est tunisien, sans papier et toxicomane. Le policier veut éviter d'être piqué par sa seringue. La seringue, c'est pourquoi? Stupéfiant ou diabète? Non, stupéfiant. Elle est là. Quand je vais te palper, il y a le capuchon. Oui. Ok, oui. T'as plus rien d'autre? Non, ok. Le butin est maigre, mais suffisant pour entamer une procédure. Pas assez grave cependant pour la victime qui ne veut pas déposer plainte, ce qui suscite l'incompréhension des policiers. Vous êtes têtu, hein? On est là pour vous, monsieur. Je sais pas si vous comprenez, là. Non, on a l'impression qu'on est nous. Moi, que ce sont nous les voleurs. Je suis pressé, j'habite loin, je sais pas que ça a fait, mais c'est... Ah, d'accord. Il n'y a pas un décalage? Non? Tout va bien? Si vous dites, moi, je... Ah, ouais, d'accord. Pourtant, le voleur n'en est pas à son coup d'essai. Au commissariat, les agents s'aperçoivent qu'il est loin d'être un inconnu pour la police. Donc là, l'individu est connu des services de police. Il a 2 fiches de justice. La première pour usage de stupéfiants et la deuxième pour vol. Il a 2 mois de sursis à faire pour le stupéfiant et 2 mois de prison ferme à faire pour le vol. Donc c'est un individu connu des services. Le voleur, récidiviste, risque de devoir exécuter les peines prononcées avec sursis. Pour interpeller les délinquants, les policiers ne reculent devant rien, même s'il s'agit de s'enfoncer dans les entrailles de Paris. Nous sommes près de la place d'Enfer-Rochereau, il est 14 h, début de mission pour les hommes du GIP, le groupe d'intervention et de protection. À sa tête, une femme. Allez-y, descendez là, parce que là on est un peu trop de monde. La brigadier chef Sylvie. Ah, c'est heureux. Ouais, moi aussi au départ j'étais en train de... Ah oui. Ouais, ça me dit rien, ça. 14 ans au service du GIP. La brigadier chef connaît le dédale de galeries par cœur, jusqu'au moindre tag. Pour les cataflics, c'est ainsi qu'on les surnomme, il s'agit d'une mission d'inspection. Donc nous sommes ici pour patrouiller et s'assurer qu'il n'y ait pas de fréquentation clandestine. Si nous rencontrons du monde, on peut les verbaliser et les remonter en surface. Et on peut être amené aussi à rechercher des personnes perdues, égarées ou perdues dans les anciennes carrières. Sous nos pieds, 280 km de galeries interdites au public. Les sous-sols de Paris ressemblent à un morceau de gruyère. Attention à la tête. Ces anciennes carrières, dont les catacombes, servent de terrain de jeu à toutes sortes de visiteurs clandestins. Quand soudainement, au détour d'un couloir... Il y a du monde. Il y a du monde. Ça va s'approcher discrètement jusqu'à devant l'entrée de la salle. Et ensuite, on procède au contrôle le temps que les autres arrivent. Alors nous... Ce qui a démarré comme une patrouille de routine va de manière inattendue tourner à l'opération de police souterraine. Voilà, bonjour messieurs. C'est que tous les 3? Ouais. D'accord. Ça fait combien de jours que vous êtes là? Je reste installé. Ouais, ça fait... même pas un jour. Même pas un jour? 6 heures. Vous êtes descendu ce matin? Hier soir. Hier soir? Ouais.
Comptez rester mettre combien de temps à la base? En vrai, à partir de maintenant, on n'allait pas tarder à sortir parce qu'il commence à faire froid. Face à l'équipe du GIP, 3 individus, dont une femme, qui ont passé la nuit dans cette salle par 14 degrés. Sur la table, du petit matériel et des substances qui intriguent les catafliques. Ça va, monsieur? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. D'accord. Le garçon en t-shirt blanc semble hagard. Il ne peut réfréner un mouvement saccadé des maxillaires. Un signe qui ne trompe pas les policiers. Dites-le, monsieur, c'est pas grave. De toute façon, Voilà, c'est pas grave. Dites juste ce que c'est. Cocaïne. C'est vraiment de la cocaïne, ça? Ouais. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. C'est quoi? C'est... Non, de la cocaïne. Il n'y a que lui qui prend? Quand on vous dit si vous avez quelque chose sur vous, vous le dites directement. Bah si c'est votre meilleur ami... Je vous jure, vous vous en foutez de toute façon, mais c'est juste, on est dans une période, mais on n'est pas des personnes comme ça, on bosse de base, c'est juste que là... Peut-être, mais ça, si on pouvait éviter... Bon, on va attendre 5 minutes, que ça se calme un peu. Et vu l'état de monsieur, on va vous ramener en surface, hein, tout de suite. On veut pas qu'il y ait de soucis. C'est bon, vous avez vos affaires? La brigadier chef prend la décision qui s'impose. Ramener tout le monde à la surface en sécurité, notamment le garçon sous l'emprise sévère de stupéfiants. 15 minutes suffisent pour couvrir les 2 km jusqu'à la sortie. À la surface, la patronne annonce le tarif. Tenez, je vous donne l'infraction. Bon, je vous explique. Je reviens sur ce que j'ai dit. Monsieur, madame, vous avez une contravention parce que c'est interdit de circuler dans les anciennes carrières de Paris. Vous le saviez? Oui. Et monsieur, pour les matières stupéfiantes, on va l'amener avec nous, on va le présenter à un officier de police judiciaire. Vous comprenez ce que j'ai dit? Je peux comprendre hein, que vous ayez une situation compliquée, machin et tout ça. Mais si ça peut vous mettre un bon coup de pied au cul, l'OPJ va le faire. La visite des catacombes peut être punie d'une amende de 60 à 3 750 €. Quant à l'usage de cocaïne, un juge appréciera la sanction. Quand la nuit tombe sur Paris, la police ne connaît pas de répit, bien au contraire. Il est 20 h, le crépuscule enrobe la capitale. La brigade fluviale et ses 82 policiers travaillent eux aussi, 24 heures sur 24. Ces missions, la surveillance et la sécurisation des canaux, des rivières et de la Seine, le fleuve qui traverse Paris. Les hommes de l'équipe de nuit ont reçu un coup de fil inhabituel. Et bonsoir. Ce sont les pompiers qui ont appelé. Un SDF jette des poubelles sur leur péniche et en plus, il urine. Agressif, menace avec une bouteille, jette des cailloux, il essaie de nous cracher dessus. Enfin voilà, tout ce qui va bien. Il frappe dans les voitures à côté. L'homme, d'une trentaine d'années, est très alcoolisé. L'équipe prend des précautions. Je ne suis pas dangereux. On ne sait pas ça, monsieur. On ne sait pas, monsieur, si vous êtes dangereux ou non. Dangereux. Vous ne connaissez pas? Mohamed, tunisien. Mohamed? Là, Vous avez des papiers d'identité ou pas? Tout volé. Tout volé? C'est quoi là? Là, on a appelé les collègues du commissariat pour qu'ils viennent, pour qu'ils partent avec eux et il va aller en cellule de dégrisement, vu qu'il est ivre. Et sinon, il va encore embêter les pompiers, les habitations. Donc, et vu qu'il y a l'eau à proximité, il risque de tomber. Donc voilà, il va finir en cellule pour la nuit. Le SDF repart encadré par un équipage du 56, le commissariat qui englobe tout à la fois les 5e et 6e arrondissements de Paris. Impeccable, je te remercie. L'équipage reprend la patrouille. Il va traverser la ville par le fleuve. Quand soudainement, un détail intrigue les policiers. Un scooter couché sur le quai. Ouais, le scooter, il va passer à l'eau. Hein. Ouais, il est pas loin d'être à l'eau. Attention, attention. Et t'as 2 mecs là-bas, là? Il ira faire un tour. T'as un mec sur le scooter sur le... C'est quoi, il est sur la berge, là? Ouais. Ce sont justement les 2 mecs qui attirent l'attention de l'équipage. L'un d'eux se cache en apercevant les forces de l'ordre, l'autre part précipitamment. Les policiers de la fluviale vont au contact. Ils étaient 2, apparemment, son pote est allé à l'épicerie. On est descendu pour relever le scooter, là, parce qu'il allait sans doute pas finir la nuit sur le bord du quai. Et en final, on arrive et il y a 2 jeux de plaques de scooter par terre,
Un scooter à moitié démonté, donc bon, c'est un peu suspect, quoi. Ce que découvrent les policiers, c'est d'abord un premier scooter en cours de démontage. Des pièces traînent au sol, ainsi que 2 plaques d'immatriculation. Le scooter a été repeint aussi, là. Je vois qu'il y a de la peinture noire, là. Et la plaque a été volée. Donc en fait, ils ont... Celle qui était par terre, là? Celle-là, il y a 2 plaques. Ouais. Il y a une plaque, c'est l'ancienne plaque de ce scooter. Et il y a le même modèle, un Piaggio noir, qui s'est fait arracher sa plaque, donc celle-là. Et là, vu qu'il y a tous les outils, je pense qu'ils étaient en train de mettre l'ancienne plaque sur celui-là. Il s'agit donc d'un scooter maquillé dont les papiers ne correspondent pas au nom du suspect qui vient d'être arrêté. Ah, mais les papiers ne sont pas à votre nom. Ah, c'est un nom de mon père. D'accord. C'est à cet instant que l'autre homme choisit de réapparaître au guidon d'un deuxième scooter. Il y a un autre scooter qui descend là. Ouais, c'est bon. C'est le scooter ici, vous descendez, vous m'en. Il prétend être le propriétaire du 2 roues. Mais un détail intrigue le policier, il n'a pas les clés. Non, la clé elle était là, comme ça. Et le jour où je l'ai acheté, je l'ai cassé, j'ai tapé avec mon genou. Et vous l'avez acheté à Nazareth, Lui, il m'a dit qu'il n'a pas fait la carte grise, il a mis la carte grise. Et vous, depuis août 2019, vous n'avez pas changé de carte grise? C'est pas moi, j'ai changé ça. Ça, c'est pas moi. Ah, mais elle est où votre carte grise à vous? J'ai pas eu de carte grise, j'ai rien fait encore. Ah, moi, vous avez rien fait? Ah ouais, d'accord. Rien dans cette version ne réussit à convaincre le policier qui préfère vérifier l'ancienne carte grise au fichier central. Surprise, le document n'existe pas. Le papier que le suspect présente est une fausse carte grise. Pourtant, il persiste dans son invraisemblable récit. J'ai racheté scooter avec une carte grise de Rotor. Oui. Il m'a fait un acte de vente et j'ai la photo de sa pièce d'identité, tout ça, j'ai tout. Bah oui, ouais, mais enfin vous avez tout, sauf qu'il n'y a rien qui est en règle. Ce monsieur, il n'existe pas, monsieur. Et ce monsieur-là, il n'existe pas dans l'historique du scooter. Donc ça veut dire que soit il l'a volé, soit vous avez acheté un scooter volé. C'est peut-être pas conscient, mais en attendant, voilà. C'est du Russell Newell. Coup de théâtre, l'autre suspect, voyant la situation s'envenimer, a changé de version. Le premier scooter n'appartient finalement pas à son père, pas plus qu'il ne lui appartient. C'est pas mon scooter. Le certificat de cession, l'ancien propriétaire, il n'existe pas dans nos fichiers. Il n'y a rien qui correspond en fait. Non, c'est pas mon scooter. La conclusion qui s'impose aux policiers, c'est que les 2 scooters sont volés. Vous avez un scooter qui n'a pas de clé, qui n'a pas de Neyman, et on ne connaît pas l'ancien propriétaire, donc il y a forcément un souci quelque part. Et vous n'avez pas de carte grise à votre nom. Vous n'avez pas de carte grise à votre nom. Votre scooter, il n'y a pas de plaque. On va aller démêler ça au commissariat. On va aller au commissariat et vous allez vous expliquer devant un officier de police judiciaire. En moins de 15 minutes, les 2 suspects sont embarqués. Ils risquent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Quant au scooter couché au bord du quai, lui n'est pas volé. Il a probablement été traîné là par jeu. Là, les mecs, ils n'ont pas réussi à le pousser parce qu'il y a les lingues, là. Vous voyez, là-bas, la mare en ferraille, là. Ben, le but, on ne sait pas c'est quel but. Le but, c'est de balancer un scooter dans la flotte. Il faudrait leur demander, hein. Après, je sais pas quel est l'intérêt. Voilà. Retour dans les sous-sols parisiens. Dans le métro, une équipe de la brigade des transports est sur la brèche. Le programme, là, on part à République, parce qu'on a le collègue aux caméras qui nous a informé comme quoi il y avait des pickpockets, plein de pickpockets à République. Donc on va s'y rendre rapidement. 3 jeunes femmes sont en train de travailler dans les profondeurs d'une des plus vastes stations de métro de Paris. À République, convergent 5 lignes et la longueur cumulée des couloirs dépasse 15 km. Attention, c'est là. De nous non, ouais, c'est bon, on est dans le grand couloir qui mène sur la 3. La vidéoprotection joue ici un rôle primordial. Teddy suit au téléphone le déplacement des suspects. À l'autre bout du fil, au PC caméra, Gérard lui donne une description précise. Chemise blanche, grand châle noir, sac à dos noir et pantalon noir. Mais cela ne suffit pas toujours. Là, on envoie les photos aux collègues sur la portable parce que parfois avoir un descriptif c'est bien, mais ça ne permet pas de vraiment visualiser l'individu. Donc les photos c'est plus pratique. Tu me dis, GG, où ça se trouve hein. Ouais. Nous, on est toujours dans le couloir de la 3, GG. Tu me dis, c'est en qui hein. Ça gueule en tout cas. Elles sont où? Elle est lentilles dans le couloir. Elle a vu quelque chose. Elle a vu des captes au fond qui va vers le 7, 8, 9 là. 7, 8, 9. Le trio de voleuses s'en prend à 2 victimes simultanément. Vas-y, on pète. Teddy intervient. Cela va très vite. Il stoppe d'abord celle qui mène la danse. Viens. Ouais, t'inquiète. Vas-y, dépêche-toi, quoi. Tu te tais. Tu
Tu te tiens, elles sont là-bas les filles. Attends. Prise la main dans le sac, la jeune voleuse nie tout en bloc, malgré tout. Pourquoi tu parles? D'accord. Ces deux complices sont interceptés simultanément. Manu! Ce qui frappe, c'est l'attitude de la fille en rose qui cherche à amadouer le policier en l'enlaçant. Sac à dos jaune. Teddy doit maintenant retrouver les victimes pour matérialiser le vol. La première ne s'est rendue compte de rien. Bonjour madame. Bonjour madame, c'est la police. Comment? C'est la police. Votre sac il est ouvert, il y avait des pickpockets derrière vous. Bah, regardez si vous manquez rien. Bah, parce qu'il y avait des pickpockets derrière vous. Il n'y a rien? Ok. Ok, très bien. Au revoir. La deuxième, en revanche, ne retrouve plus son portefeuille. C'est Arnaud, le coéquipier de Teddy, qui le lui rend. Les pickpockets s'en sont débarrassés immédiatement après le vol. Oui, bah c'est bon, de toute façon, on les a serrés. Hein. On les a serrés, donc... Vas-y, attends, on va mettre les menottes. S'il te plaît, je suis pas avec eux. S'il te plaît, je suis pas avec eux. Je suis arrivée tout seul. Tu as été avec elle? Non, elle m'a dit, je l'ai dit, laisse-moi voler. Elle m'a dit non, laisse-moi voler. Alors vas-y, je l'ai dit, vas-y, vole. Bah pourquoi tu restes en bas alors? On a choisi la même victime les deux. Eh bah. Pourquoi vous me prenez moi? J'ai rien fait. La pickpocket maintient qu'elle n'est pas impliquée dans le vol. Teddy n'en croit pas un mot. 12 ans dans la police, il en a vu d'autres. Désormais, l'explication se déroule à l'extérieur, sous le regard de la victime. T'as empêché la dame juste derrière de voir qu'elles étaient en train de voler. Non, 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 il y avait la dame qui était juste derrière. Pourquoi tu lui parles alors à cette dame? Pourquoi tu lui parles? C'est normal de quoi? Il s'agit de 3 Roumaines. Elles se disent mineures, ce qui est probablement faux pour celles qui protestent. Elles n'ont aucun papier. On connaît très bien celle en rose, elle un peu moins, et elle, je la connais peut-être vite fait, mais je te connais? Rapidement, la situation va se tendre chez les interpellés. Celle qui clame son innocence perd son sang-froid et arrache ses vêtements. Faut filmer ça. C'est faut filmer parce que on va dire après qu'on lui a arraché tous les vêtements. Dégage, avec ta photo, dégage. J'ai rien fait, dégagez. Ces jeunes femmes sont déjà connues des services de police. Elles ont été arrêtées à plusieurs reprises. C'est quoi la ville où tu es né? En Roumanie? Où? Bucaresti? Bucaresti? Craiova? Au commissariat, Teddy récupère les informations pour l'établissement du procès-verbal. Les âges, les lieux de naissance, tout est probablement faux. Donc il y en aura 2 qui vont être placés en garde à vue. Donc il y en avait une qui avait déclaré 10 ans, donc effectivement elle fait jeune, donc elle va être placée en foyer. Et la dernière, bah, elle a dit 17 ans. Bon, c'est l'âge minimum qu'elle pouvait donner puisque elle est majeure, c'est sûr, hein, mais bon, ils sont restés sur 17 ans et elle est placée aussi en garde à vue. Plus tard dans la soirée, au métro Gare de l'Est. Pas de répit pour les hommes de la brigade des réseaux franciliens. Manu, Teddy et Arnaud chassent en meute. Ils sont juste là. Leur cible, ce quatuor de pickpocket en bas à gauche de l'escalier et qui stationne. Repéré tout de suite par les caméras de surveillance. Teddy le visualise et poursuit sa route, l'air de rien. Fais chier, l'autre avec sa casquette à l'envers, il me connaît, c'est un Roumain. Un de nos caméramans suit Teddy, mais il est distancé par ce dernier. Un voleur en profite pour s'interposer. Il fait diversion en demandant une direction. La ligne 7. Ouais. La ligne 7. De quoi? La ligne 7, la ligne 7. La ligne 7, je sais pas. Pendant qu'un de ses complices tente de voler notre caméraman. Ok, ouais, faites gaffe, il y a quelqu'un qui lui parle, un short, un Proxar là. Ah, ils ont vu l'appareil photo. Teddy observe de loin la scène. Notre caméraman, pris pour cible par les voleurs qui s'en prennent à son sac à dos, fait volte-face. Le policier décide d'intervenir. Les pickpockets n'ont pas eu le temps de se servir. Tu te souviens de lui? Je me souviens de lui. T'as pas ouvert le sac? Moi? T'as pas ouvert le sac? Moi, jamais. Alors trace. Allez. Trace, je te dis. L'équipe de la brigade force la bande de pickpockets à remonter à la surface. Avance. Ils font jamais rien. C'est que des gentils. Sous le regard des policiers qui l'observent, voyant sa soirée compromise,
L'un d'eux ne peut contenir sa colère. Il est 22h30 dans le quartier de la gare de l'Est. Durant leur rotation, les équipes de la brigade se retrouvent régulièrement pour faire un point. Mais ce qui va arriver, même un policier aguerri ne peut pas le prévoir. Il fait quoi lui là-bas? Un trio se livre à un échange furtif dans le dos de la brigade. C'est peut-être l'autre en blanc. Ah, c'est fait, c'est fait. 2 hommes s'éloignent à droite. Le troisième en sweat blanc est masqué par un policier. Il ne réalise pas qu'il est encerclé. L'interpellation est instantanée. J'ai rien. J'ai rien. C'est la police, c'est la police. Attends, on va déjà contrôler, c'est quoi ça déjà? C'est à toi ça ou pas? Oui, c'est beau ça. Il y a plein de pochons et tout ça. Et là, il y en a encore pas mal. Ça, on dirait presque du cristal. Ouais, on dirait du cristal. C'est de la 3MC. C'est pareil, qu'est-ce que tu fais ça? Tu le fumes? Non, on le sniffe. Ah bon? Ah oui, c'est bien. Dans sa sacoche, plusieurs sachets de drogue de synthèse. Et notamment une, très en vogue, la 3 MMC. Ça doit être du speed, un truc comme ça. C'est du speed comme ça, non? Ouais, je pense que c'est comme de l'AMD, des trucs comme ça. C'est ce que les jeunes ils prennent là, maintenant à la place de l'ecstasy en fait. Il n'y a plus qu'une seule molécule en fait dedans, je sais pas quoi, c'est un truc comme ça. Voilà. Attends, il y a encore une autre enveloppe. Non, il fait de la livraison. Ouais, il fait de la livraison, je regarde. Oh, il est chargé à mort. Bah t'as des pochons et tout, arrête un peu. La brigade pense avoir mis la main sur un dealer. Reste à savoir quelle quantité il transporte. Oui, réseau, c'est la Brest 201. C'était pour t'annoncer une interpellation. Pour détention de stup. Ouais. Est-ce que tu peux nous envoyer un véhicule Ouais, c'est ça, c'est au McDo. En attendant le transport, Teddy essaie d'en savoir plus. Okay. Les dealers sont souvent eux-mêmes consommateurs. T'en prends régulièrement? Ouais, une deux fois dans le mois. Et avant, tu tournais. Tu prenais pas de stup, rien du tout? Le bédo? Rien à voir, c'est complètement différent en fait. Au contraire, le bédo en fait, je dormais tout le temps, j'étais tout le temps. Que ça te laisse éveiller un peu? Sexuel, ouais. Direction le commissariat du 20e arrondissement. Immédiatement, l'officier de police judiciaire pèse la quantité de stupéfiants détenus par l'interpellé. 11 grammes 8. Ouais. Compte tenu de la quantité de drogue qu'il transporte, il risque, selon le code pénal, 10 ans de prison et 7 500 000 € d'amende. Plus tard dans la soirée, à la Fluviale, la nuit déjà bien entamée s'annonce agitée. Ouais, la musique, c'est un prix, là. La nuit est torride. Sur les quais, les esprits alcoolisés s'échauffent rapidement. Ouais, pour information, c'est des individus type africains, plusieurs dizaines. Les coups pleuvent, pour un oui ou pour un non. Vous vous calmez, vous partez. Je baisse ma lumière, mais vous partez. On arrive. T'es sur laquelle? 41. Évidemment, dès que les policiers mettent pied à terre, les bagarreurs se dispersent. Tu fais un passage, et tu regardes si ça bouge ou pas. Bah, celui qui se balise et puis une droite qui vient de repartir par là. Ouais, mais c'est pas grave, ton coup qui... Plus loin, d'autres individus ne trouvent rien de mieux que de se mettre nus. Ils sont totalement ivres. Les hommes de la brigade redoublent de vigilance. Dis à ton pote de s'asseoir. Bah, je vous l'ai dit 3 fois, à la fin ça va bien. Ah, donc moi j'écoutais, monsieur. Personnellement, déjà, allez-y. Remets tes chaussures là-bas parce que ça m'énerver là surtout. Soudainement, la radio crache des instructions pour un secours d'urgence. Il est 3 heures. Vas-y, change-toi. Ça? Non, attends. Non, mais c'est pas sûr qu'il soit dans l'eau. Un homme vient de tomber du quai. Ah, il est tombé sur le dur? Je sais pas. Tu t'as sur le secours sur quelqu'un qui est tombé sur d'une hauteur ou pas? Les informations sont parcellaires. L'équipage se prépare au pire. Sur le quai, c'est la panique. C'est
C'est bon, tu nous mets en prise avant? Monte en premier. Nous sommes rive droite, à une centaine de mètres de l'hôtel de ville. C'est ici que les quais sont les plus hauts et sans échelle. T'as la tête? Ah putain, ouais. 2 pompiers sont déjà sur place, mais sans matériel. Ils étaient à proximité. C'est la fluviale qui assure le premier secours. La situation est très sérieuse. Vous étiez sur le muret alors en haut? Assis ou vous marchez? Ah, vous marchez sur le muret. L'homme a fait une chute de 5 mètres alors qu'il se promenait ivre sur la rambarde. Il est vivant, mais gravement blessé. Ah non, la tête, il faut éviter de la bouger. Là, vous avez peut-être pas mal, mais tout à l'heure, ça a peut-être piqué un peu. Le bassin est fracturé, la jambe droite ne répond plus. Les hommes de la fluviale appuient désormais le SAMU qui vient d'arriver. Non, mon jambe, elle est cassée. Hein. Je veux dire, elle est cassée, ouais. Vu d'en haut, on comprend mieux la gravité de la chute. Là, ici, ça fait mal ou pas? Non. Mais j'ai peur, hein, chef. Mais non, il faut pas. J'ai peur. L'homme, toujours alcoolisé, prend la civière du SAMU pour un cercueil. C'est pas un cercueil. Oh, on dirait un cercueil. Mais non, c'est pas un cercueil. Il est transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le plus proche. Quant à la brigade, elle remballe provisoirement son matériel. Les chutes autour du fleuve sont monnaie courante. Voilà, ce genre d'accident, c'est pas commun, mais ça arrive assez souvent. Et nous, vu qu'on est directement d'accès depuis le fleuve, on est souvent primo-intervenant, puisque depuis les hauteurs de quai, les accès au quai en véhicule sont pas forcément faciles. Donc nous, souvent, on arrive en premier et ça nous occuper des victimes jusqu'à l'arrivée du SAMU. 4h30, il n'y aura pas d'autre intervention cette nuit.